LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Ok, thank you. Ça, voilà. Donna, right here. Bonjour et bienvenue pour ce numéro exceptionnel de Transportez-moi. Nous sommes ici dans ce qui est peut-être déjà le nouveau centre du monde, Dubaï. Il suffit de regarder une carte entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, entre l'Orient et l'Occident. Il y a 42 ans, les Émirats arabes unis n'existaient pas. À l'époque, Dubaï, les gratte-ciel, ça n'était qu'un petit village de pêcheurs. Tout ici est fait pour connecter le monde entier, pour construire le futur. Dubaï, la ville de la démesure. Tout de suite, le sommaire. Dubaï est-elle la ville du futur alors que la plupart des aéroports sont situés le plus loin possible des centres urbains? L'Émirat propose l'inverse. L'aéroport est placé au cœur de la cité, associé à un port maritime, une zone franche et un quartier d'affaires. Comment cela fonctionne-t-il? Transportez-moi à enquêter sur place. Masdar, la ville durable, un laboratoire grandeur nature pour les énergies renouvelables, une centrale solaire pour l'énergie et la climatisation, une usine de désalinisation pour l'alimentation en eau. Masdar, c'est une vie sans carbone et sans déchets en plein milieu du désert. Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, 828 mètres, 163 étages, 57 ascenseurs ultra rapides. Attachez vos ceintures, pour l'occasion, Gérard Felzer va nous emmener au sommet en moins d'une minute. Avec ses 324 mètres de haut, la tour Eiffel était le symbole de l'Expo universelle de 1889. Alors que Dubaï est candidate pour l'Expo 2020, Paris est à nouveau en lice pour 2025. Le député Jean-Christophe Fromentin nous parle de l'importance de cette candidature. Nous sommes ici au large de l'un des deux terminaux du port de Jebel Ali. Ici, l'an dernier, plus de 16 000 bateaux de ce type. Et les plus grands encore ont débarqué plus de 13 millions de conteneurs venant du monde entier. Un port, une ville, un aéroport un peu plus loin, ces trois éléments forment ce qu'on appelle déjà le concept d'aérotropolis. Vous allez voir comment ce conteneur, par exemple, qui vient d'arriver de Singapour ou d'ailleurs, peut se retrouver dans moins d'une heure à l'autre bout de la ville, dans un avion. Contrairement à tous les Émirats voisins, Dubaï est quasiment dépourvu de pétrole. Pour pallier ce handicap, les autorités ont décidé de jouer à fond le principal atout de Dubaï, sa situation géographique. Ainsi, le port de Jebel Ali, dont la construction a débuté dans les années 70, est devenu, 40 ans plus tard, le plus grand port artificiel au monde. Un port artificiel idéalement placé sur ce que l'on appelle ici la nouvelle route de la soie. By far, Jebel Ali Terminal is the biggest port between Rotterdam and Singapore. Mainly, of course, today all the imports come from China. As you know, China is the factory of the world and all the exports happen of the goods from China into our region. Of course, some are coming from Europe still and from USA, but mainly it is from the Far East. Véritable plaque tournante du commerce mondial, le flux ininterrompu de containers en provenance et à destination du monde entier est géré depuis cette salle de contrôle. Ici, chaque container peut être suivi individuellement et tout est mis en œuvre pour que l'acheminement se fasse le plus rapidement possible entre l'un des différents pôles d'Aérotropolis. The other model which is unique to Dubai
which doesn't exist anywhere, where you have the port, the free zone, and the airport all clustered in one. We have the capability of basically transferring a container from the port into the airport within 45 minutes. 45 minutes? Yes. Unbelievable. Yes, so we have created what we call a corridor. For example? A corridor is a road which is dedicated to move cargo only between the port and the airport, without any stoppages at any place, because it isn't bond. It's coming from a ship and going into the airport and then straight to fly. Autre atout, la situation géographique de Dubaï. Démonstration avec ce container. Il a été affrété par les Nations Unies pour être entreposé dans un hub humanitaire créé de toutes pièces en plein désert. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce conteneur, il y a 2 heures à peine, était encore sur un bateau. Il a été transporté ici, quasiment au milieu du désert, dans un immense entrepôt. Nous sommes à 10 km de la mer et à 15 km de l'aéroport El Maktoum, dans un immense entrepôt de 90 000 mètres carrés. D'ailleurs, on va retrouver Marc, il travaille pour les Nations Unies, pour l'ONU. Il gère une partie du matériel d'urgence qui peut être envoyé à n'importe quel moment à l'autre bout du monde. Marc. Salut Jérôme. Bonjour. Tu vas bien? Ah oui. Et il y en a beaucoup, des voitures comme ça? Ah, il y en a beaucoup. On entretient une flotte de 300 véhicules dans le monde. Mais pourquoi entreposer tout ça ici, à Dubaï, au milieu du désert? Regardez la carte du monde. Dubaï, c'est au milieu de tous nos théâtres d'opération. Que ce soit l'Afghanistan, que ce soit l'Irak, que ce soit la Somalie, que ce soit l'Afrique. Et à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle majeure, c'est pas loin de Dubaï. Donc vous chômez pas ici? On n'arrête pas beaucoup, non. Donc là, voilà, on a ce qu'on appelle un kit d'urgence. Donc c'est une caisse Pélican. Les militaires connaissent bien ce type de valise. Ça fait 30 kilos, donc le gars il peut partir directement avec ça en avion. Et à l'intérieur, on va trouver tout ce dont on a besoin pour s'installer n'importe où dans le monde, au milieu de la jungle, au sommet des montagnes. Et ça, vous êtes prêts aussi à en envoyer partout? Tout à fait, tout à fait. Quand ils étaient dans l'Himalaya, les gars, après le tremblement de terre du Pakistan, je peux dire qu'ils étaient contents d'avoir ça. Il n'y avait rien là-bas, absolument rien. Et très souvent, ils arrivent dans des zones qui ont été complètement dévastées, où il n'y a rien du tout. Donc la tente, c'est le meilleur moyen de savoir où dormir. Et ça vient de Dubaï? Et ça vient de Dubaï, toujours pareil. Voilà, on a vu le port, les entrepôts, c'est-à-dire le hub humanitaire, direction le 3e maillon du système, l'aéroport, dirigé lui aussi par une femme formidable. Elle va nous expliquer le concept d'aérotropolis, c'est-à-dire la ville, l'aéroport et le port, direction plein est, là aussi c'est en plein désert. You know, people don't come to an airport, they come to a city, and they want to use that city to get to other places. And we happen to be fantastically geocentric and a few hours to probably the largest populations in the world, which is India and then China. Aviation megalopolis. You say aerotropolis, what that? An aerotropolis would be a city which is based around the heart of the city would be the airport, and it'll be the largest airport in the world with a capacity for 160 million passengers, 12 million tons of cargo, which then around that you have hotels, then you have a place, residential city for the people who want to work or live near that area. Créer des ponts entre les hommes, les cultures ou les idées, ça fonctionne et en plus c'est rentable. Il y a sûrement un truc, un secret, on va poser la question à Thierry Antinori, c'est le vice-président d'Emirates, ça tombe bien en plus, il est français. Ce terminal est spécialement conçu, c'est le premier au monde qui peut traiter 20 380 en même temps. Donc 10 000 passagers qui arrivent et 10 000 passagers qui partent. Mais qui vont faire une queue énorme, qui vont... Non, parce que ce terminal, il a 11 étages, il a 2 étages qui sont que des salons, vous embarquez directement dans les avions. Donc ici, c'est un produit sol unique. C'est l'anti-low cost? Absolument, le transport aérien n'est pas une commodité. Voyager entre un point A et un point B, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est une émotion, c'est pas acheter une savonnette. Vous êtes dans un environnement où vous devez vous sentir bien, absolument.
Aujourd'hui, un avion décolle ou atterrit dans l'Émirat toutes les 90 secondes. Plus de 100 containers sont déchargés dans le port de Jebel Ali chaque minute. Historiquement, Dubaï était connu sous le nom de Al-Wasl. En arabe, cela signifie la connexion. C'est une réussite, mais pour qu'elle soit durable, elle doit remplir deux conditions: que la croissance économique mondiale ne ralentisse pas et que le pétrole reste bon marché. Ce qui frappe quand on traverse les Émirats, c'est que tout est en perpétuels travaux. Dans les endroits où il n'y avait rien, on retrouve quelques années après des tramways, des écoles, des centres commerciaux, des buildings qui ont poussé comme par miracle, comme des champignons. Autre exemple ici, il y a quelques années, il n'y avait que du sable. Et puis voilà, une ville nouvelle, pas tout à fait comme les autres. Elle s'appelle Masdar, c'est une éco-ville, économe en énergie, vertueuse, n'utilisant que des énergies renouvelables. On va y retrouver Gérard Felzer, transportez-moi oblige, il est à bord d'un engin digne de la science-fiction. Aïe, aïe, aïe. Gérard, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture, ça? Non, c'est mieux qu'une voiture. Il n'y a pas d'avant, pas d'arrière, pas de volant. Venez avec moi. Mais j'ai pas mon permis. Et il n'y a pas besoin de permis, c'est ça l'avantage. Waouh, il y a de la place. Ouais, 6 places. Il n'y a pas de volant. Il n'y a pas de volant parce qu'on est sur une voiture automatique. C'est là pour démarrer? Et on y va. Donc on va à notre destination qu'on aura choisie à terme en appuyant tout simplement sur un bouton exactement comme un ascenseur. Moteur électrique? Moteur électrique, là on est en marche arrière donc on entend le bip bip, on va repartir dans l'autre sens et puis elle se recharge aux stations, c'est-à-dire qu'aux stations dans le sol, vous les voyez, on a une plaque à induction exactement comme votre brosse à dents, elle se recharge. Pas besoin de mettre une prise électrique. Sans avoir besoin de mettre de prise électrique. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on roule sur du béton. Il n'y a pas de rail, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de guidage. Comment ça marche? Exact. C'est un véhicule électrique sur pneus, mais il est filoguidé, c'est-à-dire qu'il y a un fil qui est noyé dans le béton et le système fait qu'il suit ce fil. Mais il y a des systèmes bien plus sophistiqués qui vont permettre de provoquer des aiguillages, c'est-à-dire aller pratiquement là où on veut. Ça veut dire que dans cette rue intérieure, d'autres véhicules peuvent circuler très bien. Oui, mais attendez, les accidents alors? S'il y a un obstacle? S'il y a un obstacle, même si un oiseau passe, il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a des radars, il y a une caméra, il y a des caméras de surveillance un petit peu partout, et c'est très sécurisant. Comme on est à Dubaï, évidemment, c'est climatisé. On peut discuter tous les deux. En tous les cas ici, c'est peut-être une préfiguration de ce qu'on aura dans nos villes demain. Oh, c'est quoi ça, Gérard? Et bien voilà, le drapeau arrivé, on a à peine le temps de se connaître, finalement, qu'on est arrivé. Alors, on vous dit dans moins d'une minute, et en effet... Et ça se gare tout seul? Et il se gare tout seul, là où il y a de la place. J'ai pas besoin de faire un créneau? Rien du tout, vous êtes libre, juste pouvoir descendre avec la porte qui va s'ouvrir et pas se cogner parce que c'est pas très haut. Et je n'ai perdu aucun point de permis. Après vous, monsieur Bonaldi. Et quand on revient de boîte de nuit, c'est quand même pratique. Hein. Oui. Dans cette ville durable du futur, la circulation des automobiles électriques se fait exclusivement en sous-sol pour que les ruelles de Masdar soient dédiées aux piétons. J'ai rendez-vous avec Nasser, c'est lui qui s'occupe de l'architecture ici. You are Mr. Nasser? Nice to see you. Nice to see you. Explain to me, where are we? We are now at Masdar city. You see that our buildings are close to each other. Yes, like your old towns. Yeah, so we can have shading. Every building is shading on each other. This is like going similar to the old Arabic cities. The enemy is the sun, the direct sun. Exactly. But it's fresh, the air. Yeah. Some wind? Yes, because of the design of the city, the orientation is 45 degrees to the sun, so there is always a day breeze and night breeze passing through the city. And also by having the wind tower, it is our air condition for the city. Very, very, very old technology. Very old technology, and the grandmother used to put like a wood clothes on top or with rags, so the cold air goes down and the family were living underneath. But this one is more of technology side of it. We put some technology on it, drags the air through this wind tunnel throughout the city and cool the entire place. This is what we call passive cooling. Passive cooling. Without adding any energy. In France, it's the same thing, but under the floor, which is puits canadien. Oh. Wind tower, la tour de vent in French.
Okay, and very small holes in the walls. Yeah, and the design of it is that this is like an old style, Mashrubiya style Arabic Islamic design, which allows some light to go inside, so there is no hard light on your eyes, and it is wavy shaped, so when the wind is passing, it accelerates, so you have more speed of the wind. You know, Gerard Felzer is a friend of me. Gérard, c'est le spécialiste de l'énergie. Je crois que c'est avec lui qu'on va voir comment est-ce que tout ça, ça fonctionne. La clim, l'éclairage et les transports. Yes, good, you're smiling. Thank you very much. Gérard, ça m'étonne pas de vous retrouver ici. Oui, Jérôme. Et souriant en plus. Oui, parce qu'il y a du soleil. Alors imaginez-vous pourquoi je me marre, parce qu'il y a 30 ans ici, il n'y avait que du soleil, du vent et puis du sable. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien on revient aux fondamentaux, parce qu'entre-temps... Il y a eu le pétrole. Eh oui, il y a eu du pétrole, mais bientôt il sera trop cher, il n'y en aura plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On revient au sable et au vent et au soleil. Voilà, avec le sable on fait du silicium, donc des panneaux solaires, 220 000 mètres carrés de panneaux solaires ici, c'est quand même pas rien. Et puis avec le vent, des éoliennes, quand il y en a. Et avec le soleil. Et avec le soleil, eh bien on chauffe de l'eau. On chauffe de l'eau dans des fours à concentration. Et à côté d'ici, c'est la plus grande ferme au monde. En fait, c'est comme des fours solaires. Oui, avec lequel on fait de la vapeur fait tourner des turbines et la turbine donne de l'électricité. Qui va me faire marcher ma clim. Et qui va faire marcher la clim, entre autres. Avec le chaud, ils font du froid. Avec le chaud, on fait du froid, on alimente des batteries, on fait marcher les voitures, finalement on fait marcher l'industrie. En fait, ici, ils préparent déjà l'après-pétrole. Ils ont du gaz, du pétrole et des idées. Ce qui se fait plutôt rare. Rien à voir, regardez là-bas, au fond là-bas, à l'horizon complètement. Vous voyez là, loin. Il y a un phare là-bas, non? C'est pas un phare, c'est une tour. C'est la tour la plus haute du monde. Eh bien, on va s'y télétransporter immédiatement. Dubaï, c'était un petit port de pêche il y a un siècle encore. 100 000 habitants dans les années 70, 2,8 millions aujourd'hui. Ça veut dire que la ville est un perpétuel chantier. Très souvent pharaonique, quelquefois même dans la démesure. Vous la reconnaissez, la tour Burj Khalifa. C'est là que j'ai rendez-vous avec Gérard Felzer. On est en ville, j'y vais évidemment en métro. C'est le métro automatique le plus long du monde, ouvert au public en 2009. Le métro de Dubaï transporte 2 millions de passagers par semaine sur ses 75 km de ligne. Construit par le japonais Mitsubishi, le système d'automation est assuré par le français Thales. Dans les rames ultramodernes, climatisation, connexion Wi-Fi, Internet et fauteuil en cuir. La tour Eiffel, bien connue, 324 mètres, puis quelques tours qui ensuite ont battu le record. Et puis celle-là, Burj Khalifa, 828 mètres de haut. Il paraît que là-haut, ça résiste à des vents de 198 km/h. C'est jamais arrivé, mais on va vérifier sur place. Et on va rencontrer Ahmad, qui est le gérant de cette tour. À mon avis, il a du boulot. Marhaba, Ahmad. Thank you. Oh, may I present you Gérard, an old friend. Gérard, Ahmad, let's go. D'habitude, Gérard, tu nous envoies en l'air très vite. Là, on va aller encore plus vite que d'habitude. Alors on va 2 à 3 fois plus vite en ascension, on monte 2 à 3 fois plus vite qu'un avion de ligne. Et l'ascenseur, on peut dire qu'il est ancien depuis Archimède, il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, c'est une concentration de technologie extraordinaire parce qu'il faut monter à plus de 800 mètres, à une cabine pressurisée, parce qu'on l'entend dans les oreilles, un petit peu quand même. Attends, ça fait 20 secondes qu'on est parti, on est déjà au 60e étage. Voilà, on va à 40 km/h, ce qui est considérable. Et puis, il y a des systèmes qui font que les ascenseurs ne sont pas au même moment, aux mêmes endroits, pour qu'il y ait une fluidité parfaite. Il y a plus de 800 personnes en même temps qui sont dans les ascenseurs ici, 57 ascenseurs. 57 ascenseurs. Mais comment ils font pour monter et descendre comme ça? Il y a des systèmes à câbles avec des contrepoids et puis des moteurs intégrés aux ascenseurs. Wow. Il faut filmer ça. C'est génial.
see the five buildings? Vous voyez les 5 petits immeubles là, ridicules, perdus au milieu des buildings? Regardez, là ils sont en direct. Eh bien regardez comment c'était il y a 12 ans. Il y a 12 ans, ils étaient perdus dans les sables. Il n'y avait rien, rien du tout. Tiens, on rencontre l'un des plus vieux immeubles. Là, voilà comment il est aujourd'hui. Il est toujours présent et les autoroutes autour. 828 mètres de haut, donc record du monde, Burj Khalifa, c'est 110 000 tonnes de béton, 39 000 tonnes d'acier, 142 000 mètres carrés de verre, 200 niveaux, 160 étages. C'est monumental. Mais de l'autre côté de l'avenue, c'est aussi le luxe, certes, mais le calme, le silence, le bruit de l'eau, le chant des oiseaux. En fait, ici, ils ont réussi à recréer autour des buildings un oasis avec évidemment un immense palmier. Voilà, retour sur terre, retour sur le plancher des vaches, pour vous montrer que Dubaï n'est pas que la ville de la voiture. Il y a aussi le tramway, le métro et bien évidemment le vélo. Nous avons rendez-vous dans quelques instants au 47e étage de ces tours. Rendez-vous avec son Excellence Rim Ibrahim Al-Hashmi. Son Excellence est chargée de la candidature de Dubaï à l'exposition universelle de 2020. Vous allez voir, c'est une femme formidable. Her Excellency, thank you to be here today. Why is Dubai bidding for the Expo 2020? By 2020, Jérôme, 2021, the UAE will celebrate its Golden Jubilee, its 50-year celebration. And for us, one of the most incredible ways to celebrate turning 50 would be to open up our arms to the communities of the world and inviting them to come and attend a pretty exceptional and unique expo in Dubai. And so our ability to connect people, containers, planes, students, businessmen, entrepreneurs, etc., from all walks of life, we believe that it is that convening power that Dubai has. If we have the privilege of winning the World Expo, 70% of the people who would come to the World Expo will be international. C'est un petit pays avec une histoire très brève mais une belle ambition. Alors, nous sommes un pays qui est très jeune, mais avec une histoire qui est ancienne, avec des ambitions qui sont fortes, et nous espérons que les communautés du monde peuvent voir qu'on a une chance et qu'ils ont la chance aussi de participer avec nous pour réussir dans une exposition universelle pour tout le monde, pas seulement pour Dubaï. Votre Excellence, merci d'avoir répondu si spontanément et en français parfois. J'ai essayé un peu. Thank you. Revenez souvent nous voir. Merci, merci Jérôme. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Merci. Vous allez voir comment est-ce que les expos, dans l'histoire, ont changé les villes. Regardez, en images. La première exposition universelle a vu le jour à Londres le 1er mai 1851. Mettant en avant la puissance britannique de l'époque victorienne, le Crystal Palace attira plus de 6 millions de visiteurs. Paris fut le théâtre de 4 expositions qui ont vu naître les jardins du Trocadéro et du Champ de Mars, le Petit et le Grand Palais, le Métropolitain et l'un des plus grands monuments du monde, la Tour Eiffel, exposée le 6 mai 1889 et réunissant 32 millions de visiteurs. L'année suivante seront présentés le pont Alexandre III, la passerelle de Billy et les passerelles métalliques provisoires réservées à l'exposition des ponts de l'Alma, des Invalides et d'Iéna. Les transports qui sont à l'honneur de la plupart des expos universelles, comme l'édition de 1906 à Milan avec la création du tunnel transalpin du Simplon, reliant pour la première fois par chemin de fer Paris et la Lombardie. Les transports dans leur diversité, ce fut la marque de fabrique de l'exposition de Vancouver au Canada en 1986 avec les présentations de l'aérotrain, d'une ligne de monorail, des télécabines et de bateaux-taxis.
Enfin, en 2005, ce sont les défis environnementaux qui furent au centre de l'exposition à Aichi, au Japon, avec l'apparition de moyens de transport éco-responsables comme des bus à pile à combustible et hydrogène. De l'influence donc des expositions universelles sur les infrastructures. Dubaï 2020, côté transport, ils sont déjà prêts. On a vu les lignes de métro, 70 km, les immenses autoroutes, les vélos et même les autobus. Ben oui, parce que l'été, ici, il fait chaud. Très chaud même, jusqu'à 50 degrés. Voilà pourquoi les arrêts de bus sont fermés. Fermés parce que climatisés. Ils ont vraiment pensé à tout. Dubaï 2020 et pourquoi pas 2025, Paris. Est-ce que c'est une bonne idée? Question posée à quelques députés. Les expos universelles entre 1855 et 1900 notamment ont été des grands moments pour la France, pour Paris et pour la France, pour ces territoires d'innovation, de progrès, de confiance aussi, de confiance en le rôle de la France à l'international et dans le monde. Donc c'est véritablement des catalyseurs d'énergie, des catalyseurs de dynamique de développement, de progrès. Et c'est un peu cette idée-là qu'on voudrait essayer de retrouver, de réimpulser dans une perspective 2025. Une candidature, c'est une compétition. Et je crois que la France a besoin de rentrer aussi dans une compétition, de montrer, de se réassurer, de retrouver confiance en elle, en ayant de manière extrêmement rigoureuse et extrêmement sérieuse une perspective à partager dans une grande compétition mondiale comme cette candidature. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission spéciale Dubaï, mais on voulait finir par un dernier moyen de transport, ces dos, ces vieux bateaux en bois. Depuis toujours, et ils continuent encore à faire du commerce avec tous les ports de la région, avec l'Inde, l'Iran, le Pakistan. Ces deux mondes, au pied des buildings, à 2 pas des autoroutes, se côtoient. C'est un autre visage de Dubaï. Voilà, au revoir Dubaï. Si vous voulez revoir ces images ou nous donner vos impressions, vous connaissez notre adresse internet, c'est transportez-moi.fr. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Transportez-moi. Quand tu veux. I'm the master of the world! La dernière fois que j'ai dit ça, c'était à bord du Titanic. Ça s'est mal terminé. Du coup, je surveille. May you go to the stars? The travel. Même Disney, monsieur Robert. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, pardon. Ouais, attends. Bon, allez, ça suffit. LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.